Salut, je suis Thomas Bronsard, fondateur de cabinet Ma Stratégie Patrimoniale. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu veux mieux gérer ton argent, mais sans te perdre dans des conseils flous, des placements obscurs ou encore des conseils hasardeux sur les réseaux sociaux. Ici, rassure-toi, pas formule magique, juste les 7 règles d'or que tout investisseur sérieux applique avant même de chercher à gagner de l'argent. Parce que oui, le meilleur moyen de gagner de l'argent reste encore de ne pas en perdre. Tu verras que dans cette formation, tu vas découvrir les vrais leviers pour ne pas laisser dormir ton argent, éviter les erreurs qui te coûtent cher et poser des bases solides de ta stratégie patrimoniale. Rassure-toi, pas besoin d'être un expert, pas besoin d'avoir 100 000 euros, juste besoin de comprendre les fondamentaux. Je vous propose maintenant tout de suite de commencer avec la première règle d'or. À tout de suite. Commençons tout de suite avec la première règle d'or. L'inflation. En effet, l'inflation est un impôt qui ne dit pas son nom. Si jamais on se projette un petit peu, 10 euros en 1997, aujourd'hui, ajusté de l'inflation, ne représenterait que 5,35 euros. Concrètement, il y a ce qu'on appelle une perte en pouvoir d'achat, ou plus simplement un appauvrissement. Que l'inflation, il y en a eu, il y en a, et il y en aura toujours. En effet, comme vous pouvez le voir à l'écran, il y a eu des événements géopolitiques, et ces événements géopolitiques ont des conséquences économiques, et notamment les conséquences économiques, vous l'avez compris, ce sont des pics d'inflation. Donc finalement, la hausse généralisée des prix des biens et des services de consommation. Ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que eh bien, l'inflation moyenne en France, depuis les années 1900, correspond à 6% par an. Concrètement, c'est comme si vous perdiez 6% par an sur vos comptes bancaires tous les ans. La Banque centrale européenne a déterminé un objectif d'inflation depuis les années 2000 à 2% par an. Ça veut dire qu'en fait, l'inflation n'est pas une anomalie de marché. Elle est bel et bien voulue, et c'est comme ça notamment que se traduit les politiques monétaires et notamment les politiques de taux, les hausses ou les baisses de taux en fonction de l'inflation, justement pour l'aider à s'accélérer ou au contraire à diminuer. Depuis ces dernières années, notamment avec le Covid, on a vu des pics d'inflation à 2 chiffres. On prend un petit peu l'image, vous savez, du dentifrice. C'est-à-dire qu'on parle du principe que l'inflation, c'est comme le dentifrice. Une fois qu'il est sorti, on ne peut pas le remettre à l'intérieur. Pourquoi cette image est importante? Parce que même si aujourd'hui on pourrait avoir des niveaux d'inflation bien plus bas, donc peut-être raisonnable, donc à 2 par an, eh bien c'est oublier, les pics passés et ça, c'est important de l'avoir en tête que l'inflation est calculée hors prix de l'immobilier et pourtant c'est bien un poste de dépense qui est important dans tous les ménages, c'est bien le prix de l'immobilier. Ce qu'on constate aussi à l'écran, c'est qu'on voit qu'il y a une vraie, décorrélation entre l'évolution du prix, de l'immobilier et l'évolution du salaire moyen. C'est que finalement, il va y avoir une vraie, perte en pouvoir d'achat si on compte que sur son salaire, notamment pour maintenir, son pouvoir d'achat, on l'a encore vu, juste avant, ça voudrait dire qu'il faut qu'on arrive à négocier son salaire en moyenne de 6 par an. On pourrait se poser la question et se dire que, finalement, les livrets, notamment le livret A, pourraient être, suffisants. Eh bien, malheureusement, le livret A, c'est nécessaire, mais pas suffisant. Pas suffisant, pourquoi? Parce que, bien, c'est pareil, quand on regarde le rendement réel, donc le rendement en nominal du livret A, donc concrètement vos intérêts, corrigé du taux de l'inflation, malheureusement, c'est négatif et ce négatif, c'est -3% par an. Alors peut-être que -3% par an à ce stade-là, ça vous dit pas grand-chose, mais si on le projette, malheureusement, ça finit par piquer. En effet, c'est-à-dire que l'année, 0, donc l'année de départ, c'est 10 000 euros, bon, c'est 10 000 euros, et corriger l'inflation dès l'année qui va suivre, même s'il y a des intérêts. Alors on va voir en visuel sur le compte les intérêts, mais on va pas voir justement l'augmentation des prix. Et si là, on le projette dans le tableau avec l'augmentation des prix, donc finalement la valeur réelle de ce livret, on voit que la première année, sur 10 000 euros, on perd 3%, donc la valeur réelle est que 9 700 euros, et que bien évidemment, malheureusement, au fil des années, ça s'aggrave pour atteindre même moins 60% à horizon 30 ans. Nous venons de voir dans cette première vidéo l'inflation et notamment son impact sur son patrimoine. Voyons maintenant la deuxième règle d'or qui est la diversification. Alors dit comme ça peut sembler évident, mais vous allez voir que derrière le terme de diversification, il y a une réalité qui est bien plus complexe que cela en a l'air. En effet, on va différencier la diversification naïve de diversification réelle. Pour preuve, je vais vous donner un exemple. Si on parle de deux appartements dans le même immeuble et donc dans la même ville, par conséquent dans le même pays, à votre avis, est-ce qu'on parle vraiment de vraie diversification? Vous voyez, je pense là où je veux en venir, alors que lorsqu'on parle de 2 appartements ou de 2 maisons ou même, d'un bien résidentiel et d'un bureau locatif dans 2 pays différents, on va aller vraiment diversifier davantage. Donc vous voyez, on va vraiment avoir cette idée de comment diversifier réellement de manière à avoir des actifs qui vont être décorrélés les uns des autres. Et pour justement vous montrer un petit peu l'importance de ce sujet, je trouvais intéressant de regarder notamment les capitalisations boursières mondiales dans les années 1900. Vous voyez, une concentration de la richesse, notamment, principalement dans l'Europe, notamment l'Europe élargie, vous voyez, avec notamment les pourcentages à l'écran, avec principalement notamment le Royaume-Uni.
Et lorsque, eh bien, maintenant on se projette, notamment en 2023, on voit que les capitalisations boursières mondiales ont vraiment évolué et notamment même géographiquement, au profit notamment des États-Unis. Donc en fait, vous voyez, là, l'idée, c'est déjà de se dire que, les capitalisations boursières évoluent, les entreprises évoluent de manière géographique et sectorielle. Donc c'est important de se dire que finalement rien n'est gravé dans le marbre, hein, rien n'est figé, hein. On pourrait même dire que la seule constante, eh bien, c'est justement le mouvement. Donc ça va être important de pouvoir l'anticiper. Et si on va peut-être un peu plus loin dans le raisonnement, là, je voulais vous reprendre un petit peu, notamment, vous voyez les sources, à l'écran, notamment les principales classes d'actifs, hein. Là, on va parler d'actions mondiales, US, Europe, Japon, mais aussi des matières premières, des obligations. Alors pour rappel, les obligations, c'est du prêt, l'immobilier et le monétaire. Alors le monétaire, c'est pareil, c'est du prêt, mais à très court terme. Aux entreprises notamment, hein. Donc voilà, l'idée c'était de reprendre avec un code couleur pour simplifier un petit peu la réflexion et de regarder, vous voyez, année après année finalement, et bien que, quelles sont les classes actives qui performent le plus et au contraire celles qui sont les moins bonnes. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que d'une année sur l'autre, ce n'est quasiment jamais la même classe d'actifs qui performe le plus et même pire, parfois on peut avoir des classes d'actifs qui performent très bien une année et qui sont parmi les moins bonnes l'année qui suit. Donc concrètement, ce que ça veut dire qu'il va être important de diversifier, encore une fois, tant d'un point de vue, sectoriel, géographique, avec, bien évidemment d'autres cartographies, notamment pour diversifier parce que, eh bien, il va être, la clé de votre sécurité, hein. Encore une fois, les adages, paysans notamment: «On ne met pas tous ses œufs dans le même panier», vous la connaissez déjà certainement, j'imagine. Eh bien, elle a, toute sa place, notamment dans une, gestion patrimoniale, sécuritaire et en tout cas, de bon père de famille, comme on peut dire parfois. Nous avons vu dans cette vidéo l'importance de la diversification, notamment la diversification réelle, car en effet, aller chercher de la performance, c'est bien, mais lorsqu'elle est corrigée du risque, c'est mieux. Ce qu'on appelle le fameux couple rendement-risque. Et le risque, eh bien, la diversification permet justement de l'atténuer. Voyons maintenant la troisième règle d'or, qui est le temps. Alors le temps va être un levier, si ce n'est le levier le plus puissant que vous pouvez utiliser. Pourquoi? Parce que tout d'abord, déjà, il dépend de vous. C'est-à-dire, c'est un levier qui est pilotable. C'est-à-dire que vous allez déterminer l'horizon de temps sur vos placements. Et ça, c'est la première règle finalement pour utiliser ce levier. Et la deuxième, c'est que eh bien, ce levier va avoir à deux titres un effet très puissant en termes de gestion de patrimoine. Le premier, c'est qu'il va démultiplier votre performance, notamment, et vous allez voir hein, l'effet levier temps sur votre performance, mais aussi pour vous aider à vous sécuriser. Alors, tout d'abord, voyons l'effet sur la performance. Alors, en effet, le temps, vous allez voir, est un effet puissant. Pourquoi? Parce que si on prend, on va dire, 4 grandes classes d'actifs que sont, le capital d'entreprise, alors les actions, les obligations, donc là, c'est du prêt aux entreprises. Le BTF, c'est le bon du trésor français à 3 mois, donc entendez par là le monétaire ou les livrets pour faire simple et l'immobilier français. Alors, qu'est-ce qu'on constate? On constate déjà, eh bien, qu'en effet, hein, depuis 1996, là, notamment sur un montant de 10 000 € d'investissement, eh ben, on a un effet, forcément démultipliant pour, et bien notamment le capital entreprise, les actions mondiales, et notamment ce qu'on constate, c'est qu'en effet avec le temps, on va avoir un effet, gain qui va être, très important et notamment, eh bien, on va voir aussi, vous voyez, hein, une évolution notamment des obligations et de l'immobilier qui est sensiblement la même chose. Pourquoi? Parce que les 2 sont très sensibles à la politique de taux. En effet, hein, pour rappel, donc je vous l'ai dit, l'obligation c'est du prêt, donc forcément c'est très sensible au taux. Et l'immobilier aussi a une sensibilité très forte par rapport, à la capacité, bien évidemment, les acheteurs à emprunter. Donc vous voyez déjà sur l'effet, démultipliant, on a une performance 3 fois supérieure des actions par rapport, et bien au BTF, hein, au bon du trésor français, au taux, à court terme. Donc déjà l'effet temps au niveau de la performance. Ensuite, ça va être aussi important le temps notamment pour vous permettre de vous sécuriser. Alors vous allez voir, c'est assez flagrant, c'est que, bah, finalement, on a regardé donc la probabilité finalement sur 12 mois glissants d'être en positif sur votre placement et on a pris une échelle de 1926 à 2023, donc une échelle de temps extrêmement longue notamment, hein, pour amortir notamment les effets, bah, géopolitiques et donc économiques sur toute cette période. Donc, quelle est la probabilité sur un an, donc 12 mois glissants, d'être positif? Sur un an, c'est 75. Donc concrètement, c'est vous et votre chance, d'accord? Sur 5 ans, si vous restez exposé, là, on passe à 88. Donc ça veut dire qu'on augmente sa probabilité d'être gagnant sur 12 mois positifs si on reste 5 ans investi sur les marchés financiers. Et là, du coup, si on passe, à un investissement sur 10 ans, alors là, on passe à 95.
Donc là, concrètement, c'est hautement probable. Et puis sur 20 ans, on passe à 100. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dès lors qu'on reste investi, au moins pendant 20 ans sur les marchés financiers, on va aller chercher la performance comme on a pu le voir sur le slide précédent, mais aussi et surtout aller s'assurer sa sécurité, notamment, pour et bien justement absorber, tous les événements géopolitiques et donc économiques, sur cette période de temps. Donc vous voyez, c'est vraiment important de l'avoir en tête que le temps va vous permettre justement à la fois d'aller chercher de la performance, mais aussi de vous sécuriser. Et ça, je pense que c'est vraiment important d'insister dessus parce que finalement, ce que ça veut dire aussi, c'est que quand les gens perdent de l'argent sur les marchés financiers, c'est pas tant à cause des marchés financiers, mais plutôt par rapport à une mauvaise gestion finalement des échéances et du temps consacré sur ces placements. Et c'est pour ça qu'on appelle ça aussi du money management. Donc, on va venir découper finalement, si je puis dire, votre patrimoine par rapport au patrimoine à court terme, à moyen terme, à long terme pour finalement s'assurer d'un bon équilibre, patrimonial à chaque fois par rapport aux échéances de temps, qui sont les vôtres. Et autre chose qui est important d'avoir en tête sur cette règle, qui est le temps, c'est que procrastiner coûte très cher. Et là, je voulais vous montrer un exemple très simple, vous allez voir, qui est extrêmement parlant. Emma, par exemple, qui, eh bien, commencerait à 25 ans à mettre 100 € par mois à 4, eh bien, à 65 ans, donc pour faire simple, parlons de l'âge, à peu près de départ en retraite, elle aurait 114 000 €. OK? Eh bien, si Emma, elle avait attendu 10 ans pour commencer à mettre ses 100 € par mois à 4, eh bien, cette fois-ci, ça serait plus 114 mais 67 000 € qu'elle aurait possiblement pour sa retraite. Et là, si Emma, elle avait attendu cette fois-ci 20 ans pour commencer, donc en l'occurrence 45 ans, avec, eh bien, les mêmes paramètres, c'est plus 114 mais 35 000 €. Donc concrètement, ce que ça veut dire, c'est qu'Emma a perdu 40 à attendre 10 ans et qu'elle a perdu 70 à attendre 20 ans. Finalement, la Emma, si je puis dire, de 35 ou de 45, va devoir faire quoi pour atteindre du coup le même capital de 114 000? Eh bien, elle va devoir augmenter soit l'épargne mensuelle si c'est possible pour elle, ou alors, malheureusement, si je puis dire, augmenter le rendement espéré. Mais qui dit augmenter du rendement, qui dit augmenter le risque pris. Donc, vous voyez, c'est important vraiment de commencer finalement le plus tôt possible parce que ça va vous permettre d'aller chercher du coup de la performance, mais aussi le tout, encore une fois, en toute sécurité. Nous venons de voir dans cette vidéo la règle d'or du temps, qui est l'une des règles les plus importantes en matière patrimoniale. Pourquoi? Parce qu'elle permet à la fois bien, d'aller chercher de la performance, mais, en se mettant en sécurité, parce qu'on a vu que derrière les investissements, bien, plus on attendait, plus on allait se mettre en sécurité. On peut prendre notamment un exemple. Quand on parle d'investissement immobilier en direct, pour faire simple, on part du principe qu'il y a à peu près 8 de frais de notaire. Eh bien, lorsqu'on va acheter un bien 100, on va avoir les 8 de frais de notaire, donc on n'aura que 92. 100, du coup, moins 8 de frais notaires, donc 92 dans son portefeuille. Et lorsqu'on va vouloir revendre, eh bien, on part du principe qu'il faut attendre 8 à 10 ans, à raison en moyenne de 1 par an de revalorisation pour que ce 92 redevienne 100. Donc, vous voyez, là, en l'occurrence, on pourrait, lorsqu'on achète un bien immobilier, le revendre dès l'année prochaine, mais on risquerait bien, de ne pas compenser notamment les frais de notaire. Donc, vous voyez, ce qui est important d'avoir en tête, c'est que on pourrait parler, du coup de gestion d'objectifs et notamment derrière chaque objectif, une classe d'actifs et derrière chaque classe d'actifs, un temps associé. Découvrons maintenant une nouvelle règle d'or qui est l'épargne mensuelle. Alors l'épargne mensuelle, c'est en effet une règle extrêmement importante déjà parce qu'elle dépend de vous, hein, elle dépend de votre capacité justement déjà à poser votre budget, vos charges et vos revenus. Et ensuite, ça va être surtout un levier notamment déjà de croissance. Pourquoi? Vous allez voir tout de suite. Lorsque, bien, on prend un exemple, là, en l'occurrence, on va prendre le CAC 40, donc les 40 plus grosses entreprises, françaises. Vous allez voir tout de suite, imagé sur 2006 à 2016. Alors, là, on va avoir donc la courbe grise qui va correspondre à un investissement finalement en capital en une fois, d'accord? En l'occurrence 12 000 € sur cette même période et la courbe, rouge qui va être 100 € par mois sur cette même période. Eh bien, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'on va avoir, plus 17 pour, la version capital, si je peux dire en une fois, 12 000 € et on va avoir plus 38 pour la version investissement progressif. Eh bien oui, en effet, pourquoi? Parce qu'on va voir déjà que, eh bien, on peut le voir dès le début, hein, on va pouvoir amortir les chocs grâce au versement mensuel et donc finalement réduire la volatilité et finalement, bien, performer davantage. Donc là, ça semble évident quand on voit en effet le trou d'air, hein, qu'on a dès le début, mais partez du principe finalement que dès lors que vous allez investir, bien, que vous allez rentrer au mauvais moment, si je puis dire. Ça vous permettra justement de vous sécuriser en y allant en progressif. En effet, ça va vous permettre de sécuriser. Pourquoi? Eh bien, parce que finalement, en mettant la même somme tous les mois, si jamais le cours de l'actif que vous achetez baisse,
eh bien, avec cette même somme, vous allez acheter davantage, de parts, d'actions, pourquoi? Parce que, eh bien, le cours, la valeur par part va diminuer. On peut le voir avec un exemple très simple à l'écran, avec un versement notamment de 1 000 € tous les mois, avec une valeur de part qui baisse, d'1 € régulièrement. Et donc on peut le voir autant sur le schéma à droite, ça semble un peu contre-intuitif, mais dès lors qu'on rentre au point numéro 1 et ben, on a l'impression que le point numéro 6 est plus bas, d'accord? De manière visuelle, mais finalement grâce à cet effet, eh bien, de versement mensuel, on est en plus-value. Et oui, je vous ai posé les chiffres à l'écran, donc vous voyez vraiment, l'impact et la puissance finalement de ces versements, programmés pour vous sécuriser. Nous venons de voir dans cette vidéo la règle d'or concernant l'épargne mensuelle, qui est un levier extrêmement important. Déjà, pour rappel, parce qu'eh bien, elle dépend de vous, c'est-à-dire que c'est vous qui allez pouvoir, gérer votre budget, notamment pour avoir une épargne et ensuite la mettre à profit. Cette fois-ci, nous allons découvrir la cinquième règle d'or en tant qu'investisseur et notamment, c'est le crédit. Alors en effet, c'est un outil patrimonial, pour lequel il y a beaucoup, d'avis ou de croyances de part et d'autre. Je vous propose justement, eh bien, de le creuser ensemble pour savoir comment bien l'utiliser. Tout d'abord, j'entends beaucoup de personnes qui se posent la question: «Est-ce que je dois investir, en cash, utiliser mon apport, tout ou partie lors d'un financement?» Et bah, tout d'abord, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que si vous avez de l'épargne, donc là, en l'occurrence du cash, 100 000 € et que, eh bien, vous achetez en cash de l'immobilier, donc en l'occurrence votre résidence principale ou du locatif, peu importe, eh bien, la première limite déjà que ça a, alors on l'a vu avec les règles d'or précédemment, c'est que vous allez exposer sur une classe d'actifs de manière, très forte, d'accord? Et donc en principe de diversification, bah, c'est pas forcément ce qui est le plus intéressant. Mais aussi, eh bien, après opération, vous aurez plus d'épargne, vous n'aurez que de l'immobilier. Donc en plus, là, en termes de liquidité, eh bien, vous venez perdre en liquidité. Donc en fait, vous venez, finalement de vous, éliminer quelques options, notamment en termes de souplesse, de gestion et de stratégie patrimoniale. Donc en fait, plutôt l'idée, c'est de se dire, eh bien, si jamais, j'ai de l'épargne, cette épargne va me permettre d'aller faire un financement, de lever de la dette et c'est cette même dette qui va me permettre d'acheter une maison. Alors pour rappel, je remets, très rapidement un petit focus là-dessus. Quand on parle de crédit patrimonial, c'est faire un crédit pour aller acheter un actif. Donc finalement un passif, donc un crédit va permettre d'acheter un actif qui va lui-même s'apprécier. C'est important, on parle souvent de crédit patrimonial, ou financer un actif, OK? Et donc là finalement, eh bien, cette épargne va me permettre de faire un financement pour acheter cette maison. Donc après opération, j'aurai toujours mon épargne et j'aurai au coup une maison. Alors là, j'ai mis 0 € parce que, bah, forcément si je vais aller chercher une maison à 100 000 € avec un crédit de 100 000, eh bien, la valeur nette est de 0 € et bien évidemment, par effet de remboursement, je vais avoir mon épargne plus la valeur de la maison une fois que le crédit sera remboursé ou même, tout ou partie, hein, tout au long de la vie avec l'amortissement, du crédit. Mais concrètement, ce que ça veut dire et c'est important de l'avoir en tête, c'est que finalement, là, en l'occurrence, si je garde, l'épargne, je garde le choix. Parce qu'en effet, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que là, en l'occurrence, la seule personne qui s'engage, c'est le banquier. En France, la chance qu'on a, c'est que les prêts sont à taux fixe. C'est-à-dire que la seule personne qui s'engage, c'est le banquier, parce que c'est le banquier qui s'engage sur une durée, sur un taux fixe connu à l'avance. Vous, en gardant l'épargne, vous avez le choix, bah, finalement, peut-être de renégocier votre taux, même de racheter tout ou partie de la dette en cours de route, mais aussi de le faire racheter par un autre établissement. Donc, le fait de garder votre épargne, vous gardez le choix, et c'est pour ça aussi que nos amis américains disent souvent cash is king. Donc, dans le doute, pas de doute, gardez votre épargne. En gardant votre épargne, vous garderez le choix. Ce qui est aussi important d'avoir en tête, c'est que le crédit va être source, de protection, notamment pour votre famille. Pourquoi? Parce que alors là, j'ai fait simple, c'est une question qui revient souvent, crédit court, crédit long. Là, j'ai pris 100 000 € sur 15 ans, donc au moment où je fais la vidéo de manière très simplifiée, ça fait 555 € par mois. Et bien là, si je l'étire sur 25 ans, crédit plus long du coup, eh bien je vais avoir 425 € de mensualité, pour le même montant emprunté. Donc je récupère, de la mensualité et donc je récupère du choix, de l'épargne. Vous avez compris, j'imagine avec le slide juste avant. Et donc ça, c'est important de l'avoir en tête. Alors certes, j'entends déjà peut-être des personnes dire: «Oui, mais si j'allonge la durée, j'augmente le coût». Alors c'est vrai. Maintenant en fonction de l'investissement, si c'est de l'investissement locatif, et bien les intérêts, au moment encore une fois où je fais cette vidéo, les intérêts d'emprunt sont déductibles des revenus. Donc fiscalement, c'est neutralisé. Mais aussi et surtout, vous allez pouvoir protéger davantage votre famille parce que qui dit crédit plus long, dit aussi, eh bien, prévoyance, allongée finalement sur la durée du prêt. Donc ça, c'est important aussi de l'avoir en tête, sur, l'utilisation du financement.
Et enfin, je voulais refaire un petit focus très rapide, notamment le crédit pour créer la richesse de manière très simplifiée, avec notamment l'investissement immobilier. Alors, vous savez, on peut le faire en direct ou en indirect. Là, j'ai pris un direct, vous allez voir pourquoi, parce que les montants sont très accessibles, notamment sur la SCPI, Société Civile de Placement Immobilier. Je ferai des modules complémentaires dessus, donc n'hésitez pas à vous y référer le moment venu. Mais là, concrètement, vous achetez une part à 250 euros et ensuite vous mettez 48 euros par mois. Donc là, il n'y a pas de financement, on est vraiment en cash. Eh bien, si vous faites ça, je vous ai fait une petite projection. Donc, vous avez la première part, investissement initial de 150. Après, vous mettez votre investissement régulier de 48 euros par mois, d'accord? Et vous voyez qu'il y a même la possibilité d'avoir des dividendes réinvestis. Donc là, ça veut dire vraiment, vous allez, les revenus fonciers que vous percevez tous les mois, vous pouvez les réinjecter dans l'acquisition de parts, ok? Et donc là, projeté, vous avez à 20 ans sur ces conditions 19 000 €, 500 à peu près de parts de SCPI et donc forcément tous les mois, hein, vous avez du revenu et donc là, en l'occurrence, pour ce montant-là, vous avez, au global 90 €, dont 18 € d'impôts payés à l'étranger, donc 72 dans votre poche tous les mois, OK? Ça, c'est vraiment si on y va, sur la base de votre épargne, notamment les 48 € par mois, donc sans financement, OK? Mais imaginons cette fois-ci que vous voulez garder ces 48 euros finalement de trésorerie mensuelle à consacrer à ce projet, mais avec financement. Alors là, en l'occurrence, j'ai fait quoi? Donc on a un financement de 25 000 euros. Alors forcément, bon, j'ai mis 10 d'apport, donc on a 2 500 euros, donc on a un peu plus de cash à mobiliser au début. Mais concrètement, ça veut dire qu'on a un financement à 22 500 euros. D'accord? Le montant de l'investissement moins l'apport, vous l'avez compris. On a du coup des mensualités à 152 € par mois, donc je vous ai mis les conditions à 20 ans, CAC 85 avec notamment l'assurance emprunteur et un différé de 6 mois, OK? Donc on a 152 € de mensualité de remboursement de prêt tous les mois. En face, on va avoir du coup un rendement, un loyer et donc là, en l'occurrence, 104 € tous les mois. Donc 152 que vous devez payer de mensualité moins 104 de revenus fonciers, ça vous fait bien 48 € par mois, pareil, de décaissement net, heu, tous les mois. Et donc là, finalement, vous voyez, qu'on a quoi? Eh bien, forcément, on va partir non pas de 250 mais de 25 000 € d'investissement et donc à terme, là, après remboursement aussi du financement, on aura 25 243 € de capital, donc d'investissement immobilier comparativement à ce qu'on a vu, précédemment. Mais aussi, on va avoir, eh bien, des loyers en face. D'accord? Bien évidemment, bien plus important. Pourquoi? Parce que, encore une fois, hein, les loyers est calculé sur le montant, du patrimoine immobilier, en l'occurrence 25 000. Donc retenez que finalement, grâce à l'effet du coup là de cet investissement, vous faites plus 29 à horizon 20 ans, notamment avec le financement, sur le montant, du patrimoine immobilier constitué et plus 46 sur les loyers. Vous voyez? Donc là, c'était pour vous montrer un peu de manière très simple et très schématisée comment le financement vous permet d'aller créer davantage de richesses. Nous allons maintenant découvrir ensemble la sixième des règles d'or qui est l'une des plus importantes, pour pas dire la plus importante, à savoir la gestion de ses émotions. En effet, il est maintenant démontré grâce à une discipline qui s'appelle la finance comportementale et qui permet justement d'étudier, la psychologie appliquée aux décisions financières, qu'aujourd'hui, eh bien 89 des décisions financières sont basées sur nos émotions, bonnes comme mauvaises et vous imaginez bien que ça va avoir des conséquences financières. En effet, ce que vous voyez à l'écran, eh bien, c'est le schéma qui s'appelle la psychologie de l'investisseur et qui démontre et qui est valable en tout temps qu'il y a une corrélation, je dirais même une causalité directe entre nos émotions et nos, décisions d'investissement. En effet, plus il y a, un sentiment d'euphorie sur les marchés, notamment un sentiment de hausse, alors, parce qu'on le voit à la télé, parce qu'on le voit dans les médias, quels qu'ils soient, eh bien les gens vont vouloir acheter, parce qu'ils ont le sentiment que c'est maintenant qu'il faut y aller, parce qu'il y a une euphorie de marché. Mais malheureusement, c'est bien à ce moment-là que si les actifs augmentent parce que tout le monde achète, eh bien qu'il y a un risque financier et inversement, eh bien quand il va y avoir un retournement de marché, quel qu'il soit, hein, peu importe la classe d'actifs, il va y avoir une certaine défiance et des craintes et aussi une sortie des investisseurs sur ce même marché qui va du coup, faire plonger ce marché et parfois même de manière totalement, catastrophique, hein, en tout cas, de manière très importante, mais qui va du coup, eh bien se matérialiser par de très bons points d'entrée. Souvent, malheureusement, eh bien, les gens n'y vont pas. Pourquoi? Parce que, eh bien, ils sont, basés principalement, encore une fois, sur leurs émotions. Alors souvent, je parle du principe que nous sommes peut-être tous prêts, à acheter lorsque c'est les soldes et malheureusement, eh bien, quand c'est le cas sur les marchés financiers, les gens n'achètent pas et pourtant, bien souvent, eh bien, il est question aussi de soldes, hein, sur les marchés financiers lorsque on peut constater des -5, -10, -15 ou même voire plus.
Cela dit, vu qu'on parle de son argent et de ses investissements, eh bien, malheureusement, le comportement n'est pas le même. Donc finalement, si je peux, vous donner déjà peut-être un conseil, de précaution, dès lors que tout le monde achète et tout le monde vous dit d'acheter sans savoir réellement pourquoi, eh bien méfiez-vous et au contraire, quand les marchés sont défiants, eh bien c'est peut-être le moment, de se poser la question si, ça peut être intéressant de rentrer sur le marché. De manière très, chiffrée, il y a des conséquences financières. En effet, 82 de la performance est détruite à long terme par les investisseurs privés. Alors, de manière très simple, qu'est-ce qu'on a fait? On a regardé le marché lui-même, hein, donc on a pris un indice, notamment le S&P 500, donc les 500 plus grandes entreprises américaines. On a regardé la performance sur de longues périodes et on a regardé la performance comparée avec des investisseurs privés. Et malheureusement, eh bien, on constate quoi? On constate qu'il y a un écart de performance entre le marché lui-même et les investisseurs privés. Pourquoi? Eh bien, à cause notamment de ces entrées et sorties au mauvais moment des marchés, notamment issues des émotions induites par les hausses et les baisses des marchés financiers. Là, je voulais vous montrer aussi ce qui est intéressant, c'est que si on prend l'indice, le MSCI World, donc finalement, c'est l'indice le plus large, hein, 1500 entreprises mondiales, les 1500 plus grosses entreprises mondiales, et on a pris l'indice de 1999 à 2021. Et si finalement, eh bien, vous aviez investi en 1999, que vous avez oublié vos codes d'accès et que vous ayez du coup patienté, eh bien, vous auriez réalisé une performance de 6,5 par an sur les 22 ans, donc sur les 6000 jours. Et si malheureusement, eh bien, vous aviez raté les 10 meilleurs jours, eh bien, votre performance serait divisée par 2. Donc, vous passeriez de 6,5 à 3,6. Donc, vous voyez, c'est déjà énorme de rater les 10 meilleurs jours sur les 6000. Vous avez une performance divisée par 2. Bien évidemment, eh bien, si vous ratez les 40 meilleurs jours, bah, là, vous êtes en négatif et puis, bah, là, forcément, si on augmente le jour, raté, eh bien, la performance se dégrade d'autant plus. Alors là, vous pourriez me dire: «Oui, mais en même temps, c'est facile, on a raté les meilleurs jours». Mais du coup, à votre avis, quand est-ce qu'arrivent les meilleurs jours? Eh bien, en général, malheureusement, lorsque les marchés, chutent brutalement. Pourquoi? Parce que il y a mécaniquement ce qu'on appelle des rebonds techniques. Pourquoi? Parce que, les marchés en général vont coter vont beaucoup plus bas qu'ils ne devraient aller. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes simplement qui vendent, parce que d'autres personnes vendent et donc il y a ce qu'on appelle des rebonds techniques et donc malheureusement on peut rater les meilleurs jours et donc détruire de la performance sur de longues périodes. Donc faites bien attention à ça parce que malheureusement, eh bien, si on ne gère pas bien ses émotions ou si on n'a pas des techniques justement, pour se détacher émotionnellement de ses investissements, eh bien malheureusement vous pourriez perdre beaucoup d'argent et ce même en ayant patienté longtemps sur vos investissements. Je voulais vous redonner un petit graphique pour prendre de la hauteur, je pense que c'est important. Notamment là, on a repris, le S&P 500 de 1987 à 2017. Donc, vous imaginez bien, il s'en est passé des choses sur toute cette période. Et là, vous allez voir en gris clair les jours de beau temps, comme je les appelle, donc les jours de hausse, et en gris foncé les jours de mauvais temps, donc de pluie, et donc vous l'avez compris, de baisse des marchés financiers. Qu'est-ce qu'on constate déjà à l'œil comme ça rapide? Eh bien, c'est qu'il y a plus de jours de beau temps que de jours de pluie. Les jours de pluie sont plus rapides et plus intenses, que les jours, de beau temps, de hausse. Pourquoi? Encore une fois, parce qu'il y a des effets d'emballement, d'accord? Donc il y a des personnes, encore une fois, qui vendent parce que le marché baisse et ça permet, du coup, malheureusement au marché de plonger et aussi de, à chaque fois, constater un rebond technique. Et qu'est-ce qu'on constate aussi? Que finalement, les jours de pluie, eh bien, au maximum, en l'occurrence, c'est 31 mois. Donc en effet, c'est pas facile de garder la tête froide pendant, 31 mois et de continuer à rester, positionné ou encore de réinvestir, en fonction de ses capacités. Mais finalement, on constate que sur cette longue période, eh bien, on a, plus de hausse que de baisse et ça, c'est important de l'avoir en tête. Donc encore une fois, on revient sur l'importance, eh bien, de bien finalement, échéancier, son, placement. Ça veut dire que là, en effet, si on a moins de 31 mois, alors en général, on recommande de patienter entre 8 et 10 ans sur les marchés financiers, justement pour faire passer ces cycles. Eh bien, on constate qu'il y a plus de chances qu'on gagne, que de perdre. Plus 765 sur la période contre moins 194 sur cette même période. Donc, vous voyez, c'est vraiment important de bien comprendre ça, de reprendre de la hauteur et de se dire que finalement, eh bien, malheureusement, si vous perdez de l'argent sur les marchés financiers, c'est pas tant à cause des marchés financiers, mais plutôt de la gestion de vos émotions ou du mauvais calibrage de temps associé. Nous avons vu dans cette vidéo la règle d'or liée à la gestion de nos émotions dans nos décisions financières. En effet, nous avons vu le poids significatif qu'avaient nos émotions dans nos décisions et il est important du coup finalement de réussir à comprendre quelles sont les émotions lorsqu'on prend des décisions dans un sens comme dans l'autre, quand on agit ou quand on n'agit pas, et finalement de réussir à avoir ce détachement émotionnel. Septième et dernière règle d'or de l'investisseur qui est celle de l'humilité.
En effet, il est important d'avoir en tête que l'humilité est très bonne conseillère, notamment en termes de stratégie patrimoniale, et vous pouvez découvrir à l'écran l'effet Dunning-Kruger. L'effet Dunning-Kruger, en fait, l'idée, c'est d'avoir un excès de confiance, malheureusement, en fonction d'un sujet. Et malheureusement, en finance, c'est quand même un sujet qui revient régulièrement. C'est que plus on va avoir tendance à être convaincu d'une solution, d'un levier, et malheureusement, eh bien, ça ne traduit qu'une incompétence, notamment sur la capacité à voir le problème dans son ensemble et la stratégie dans son ensemble. Et ce que je voulais vous proposer justement, à titre d'exemple, qui revient souvent, c'est un petit peu l'idée de pouvoir battre le marché. Et je trouvais ça intéressant de vous montrer, ce graphique qui montre que finalement, eh bien, l'idée d'aller, chercher de la performance, donc d'aller, essayer d'acheter et de vendre au meilleur moment, quelle que soit, la classe d'actifs. Donc vous voyez, vous avez grande capitalisation, mix, croissance, valeur, et cetera. Donc là, vous voyez le détail à l'écran. Et bien, finalement, on voit quoi? On voit que le fait d'aller toujours, tendre pour battre le marché, être encore plus rapide, que la stratégie elle-même, notamment là, en l'occurrence d'acheter et de patienter, eh bien, est destructrice, en termes de création de richesse. Nous avons vu la septième et dernière règle d'or de l'investisseur qui est celle de l'humilité. En effet, il est important de pouvoir prendre de la hauteur sur ses décisions financières, mais aussi de les regarder réellement pour ce qu'elles sont, et notamment parfois en termes de réussite, et notamment déterminer le facteur chance parfois qu'il peut y avoir sur, eh bien, nos réussites financières. Ce que je vous propose maintenant, eh bien, c'est de nous retrouver tout de suite pour la conclusion de cette formation. À tout de suite. Et voilà, on vient de passer en revue les 7 règles d'or de l'investisseur. Des principes simples mais puissants pour poser des bases solides dans vos décisions financières. Si vous avez la moindre question, besoin d'un éclairage sur votre situation personnelle ou simplement envie d'échanger, n'hésitez pas à nous contacter. On lit tous les messages et on y répond avec plaisir. Et pour aller plus loin, on vous a préparé un drive partagé dans lequel vous trouverez des matrices simples à utiliser, des exercices pratiques pour appliquer chaque règle à votre propre cas et de quoi vous entraîner à devenir un investisseur plus confiant, plus lucide et plus structuré. Le lien en description, comme d'habitude. Si cette vidéo vous a été utile, pensez à liker, vous abonner et à la partager autour de vous. Parce que l'indépendance financière, c'est quand même mieux quand on la construit à plusieurs. Merci d'avoir regardé, prenez soin de vous et surtout, investissez intelligemment. À très vite.